Bédard, Votre Excellence, Monseigneur Gay, évêque de Chicoutimi, Madame Pauline Marois, Première ministre du Québec de 2012 à 2014, Monsieur Lucien Bouchard, Premier ministre du Québec de 1996 à 2001, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, ministre responsable de la langue française, ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire, Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Messieurs les représentants des groupes d'opposition, Madame la mairesse de Saguenay, Mesdames et Messieurs les députés et anciens parlementaires, Mesdames et Messieurs, je suis Marie-Josée Gagnon, la mère de Philippe Bédard-Gagnon, l'aîné des 3 fils d'Éric Bédard et également l'aîné des petits-fils de Marc-André Bédard, des 8 petits-enfants de Marc-André Bédard. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie de commémoration nationale à la mémoire de M. Marc-André Bédard. Homme de cœur, d'idées, d'action et de conviction, homme de loi et d'État, M. Bédard a été un exemple d'engagement tout au long de sa vie. Il est un des bâtisseurs du Québec moderne. La cérémonie se déroulera en 2 volets. Nous ferons tout d'abord état de son engagement politique et social par le biais de témoignages, en commençant par une vidéo du Premier ministre du Québec, M. François Legault. Des témoignages d'amis, des amis chers, des membres de sa famille, ainsi que des prestations musicales suivront. Par la suite, j'inviterai la famille Bédard à prendre place dans le chœur de la cathédrale pour la remise formelle du coffret contenant le drapeau mis en berne à l'annonce de son décès, l'insigne de l'Ordre national du Québec, le registre de condoléances ainsi que le certificat. La cérémonie se terminera par une prière de conclusion de la célébration par Monseigneur René Gay, évêque de Chicoutimi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle cérémonie.
diocèse de Chicoutimi, en cette année centenaire de notre cathédrale, je souhaite la bienvenue aux dignitaires présents, aux membres de la famille de Marc-André Bédard et à toute l'Assemblée que nous formons cet après-midi. Vous savez, M. Bédard chérissait beaucoup cette Église cathédrale, pour laquelle il a consacré beaucoup de son temps et de sa générosité. J'ai eu la joie personnellement de connaître M. Bédard. Comme vous tous et toutes, j'ai reconnu en lui un homme exceptionnel, un grand politicien au service du Québec tout entier et un homme d'une foi chrétienne engagée et au service des autres. Dès maintenant, je veux laisser la parole à Monsieur le Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault. Visionnons ensemble une vidéo. Madame la Première ministre Pauline Marois, Monsieur le Premier ministre Lucien Bouchard, Madame la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Laforêt, Monsieur le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, Madame la mairesse de Saguenay, Julie Dufault, Monseigneur René Gay, évêque du diocèse de Chicoutimi, chers élus, chers anciens élus, Éric, Stéphane, Louis, Maxime, chers membres de la famille Bédard, distingués invités. Je suis vraiment désolé d'être absent aujourd'hui. Je suis retenu à la maison par la COVID. Je me porte bien, mais je ne veux pas prendre le risque d'infecter personne. J'aurais tellement aimé ça, être avec vous autres en personne aujourd'hui, parce que c'est pas tous les jours que l'État québécois organise une cérémonie de commémoration nationale. Je dois vous dire que dans le cas de Marc-André Bédard, la décision a été facile à prendre. Marc-André a été un grand Québécois qui a laissé un héritage profond, un héritage à cette nation qu'il a profondément aimée. Et c'est à notre tour, au nom de la nation québécoise, de lui manifester notre profonde reconnaissance. Marc-André Bédard a été un homme d'État remarquable. Pas un de ces hommes d'État froid, dur, non, il a été un homme d'État chaleureux, profondément humain, généreux. D'abord, avant de se consacrer au service public, Marc-André a pratiqué le droit comme avocat de la défense. Et il a réussi l'exploit peu commun de sauver 2 vies, la vie de 2 innocents qui, autrement, auraient subi la peine de mort. Il a pratiqué sa profession avec brio, puis au début des années 70, malgré une pratique florissante, il a décidé de se consacrer au service public. Vous me permettrez une parenthèse. Il doit une fière chandelle à son épouse Nicole, qui, à l'époque, a dû charger des 4 jeunes garçons. Puis pour ceux qui connaissent Éric et Stéphane, ça ne devait pas être de tout repos. Je me rappelle aussi des cocktails ici à Saguenay où Stéphane m'invitait. Nicole était vraiment le bout en train de la soirée. Quelle femme attachante! Donc, Marc-André a été élu député de Chicoutimi en 1973, en 1976 et en 1981. Marc-André Bédard a été un promoteur infatigable de sa région. Il a fait rayonner Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'est battu pour maintenir le centre de recherche d'Alcan-Vita. Il s'est battu pour que l'hôpital de Chicoutimi reste un centre important de la médecine spécialisée. Il s'est démené pour la création du Parc des Monts-Valin, pour le Parc national du Saguenay. Marc-André a été, à l'image des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un homme immensément fier de sa région. Puis en 1976, il a été nommé ministre de la Justice par René Lévesque. C'était l'homme de confiance de René Lévesque et aussi son partenaire de carte. Et comme ministre de la Justice, Marc-André Bédard a multiplié les réformes avant-gardistes. Il a modifié la Charte québécoise des droits et libertés et le Québec est devenu le premier État en Amérique du Nord à interdire la discrimination sur la base
de l'orientation sexuelle. Il a créé le Conseil de la magistrature, il a modernisé le processus de nomination des juges, il a réformé le droit de la famille, il a réformé le Code civil du Québec, il a fait preuve aussi d'un courage exemplaire en donnant aux femmes le droit fondamental de choisir quoi faire de leur propre corps. Il a été un membre important du comité des priorités du gouvernement. Il a été vice-premier ministre. Marc-André Bédard a eu un parcours politique exceptionnel. Ce fut un véritable homme d'État. Personnellement, j'ai eu le bonheur de rencontrer Marc-André et Nicole à quelques reprises. Je dis le bonheur parce que c'en était un. La bonne humeur, la gentillesse, le sens de l'humour, l'énergie qui émanait de ce couple rendait tout le monde heureux autour d'eux autres. Et c'était un homme aussi de bons conseils, un peu moins à gauche que la moyenne. J'ai toujours apprécié son côté pragmatique. Et tout au long de mon parcours politique, j'ai entendu parler de Marc-André Bédard. Ce qui est frappant, c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne l'avait pas aimé, qui ne l'avait pas respecté dans sa famille politique, mais aussi parmi ses adversaires. C'est très rare, ce respect pour un homme politique qui a défendu avec autant d'ardeur ses convictions. Je pense que c'est son respect authentique de ses semblables, sa profonde humanité qui ont produit cette affection universelle. Marc-André, c'était un homme bon, un homme juste. Fils du Lac-Saint-Jean, il est devenu un personnage central du Saguenay et il a laissé sa marque au Québec. Son héritage a rayonné à la grandeur du Québec et il va rester dans nos mémoires comme un géant de notre histoire contemporaine. Et si le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un royaume, alors Marc-André a été son prince et sa noblesse, ça a été celle du cœur. Donc, au nom du gouvernement du Québec, au nom de la nation québécoise tout entière, je rends hommage à la mémoire de ce grand, de ce très grand Québécois. Merci pour tout, Marc-André. Merci. J'invite Mme Pauline Marois, Première ministre du Québec de 2012 à 2014, à vous adresser la parole. Ouf, ça fait du bien de l'enlever quand même. Vous comprendrez qu'on va se répéter un peu, mais je me suis dit que c'est pas grave, parce que ça vous permettra d'ancrer dans votre mémoire l'homme extraordinaire qu'était Marc-André avec toutes ses réalisations. Alors, cher Éric, Stéphane, membre de la famille de Marc-André, Monsieur le Premier ministre, cher Lucien, Mesdames et Messieurs, c'est un privilège aujourd'hui de vous parler de Marc-André, du politicien, du collègue et de l'homme que j'ai admiré. Vous savez, j'ai croisé un grand nombre de personnalités publiques. J'en ai connu quelques-uns qui ne visaient que leur intérêt personnel. J'en ai connu d'autres qui travaillaient pour la gloire. Mais la grande majorité fait partie d'une autre catégorie, les personnes dévouées et qui sont là pour servir. Parmi celles-ci, Marc-André était respecté de tous et j'ai eu la chance de travailler avec lui. L'homme intègre dont toutes les énergies ont été consacrées à améliorer la vie des siens. En fait, l'essentiel de sa vie professionnelle, il a dédié au service public, à la recherche du bien commun. Aujourd'hui, nous pouvons voir l'importance de son héritage, un héritage qui demeure inscrit dans la vie quotidienne de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Cet héritage, j'aimerais vous en parler en tant que femme profondément attachée à des valeurs de progrès social. Je veux vous parler aussi de l'être humain que j'ai côtoyé. La première fois que j'ai eu l'occasion de l'observer, jeune directrice de cabinet, je l'imaginais d'un tempérament assez traditionnel, un peu sage et tranquille. J'ai vite pu constater que sous cette apparence se cachait une personnalité à découvrir. Madame Payette, pour qui je travaillais, ne cachait pas l'estime que le compagnon de route de M. Lévesque lui inspirait. À la fin avril 1981, j'avais 32 ans et je venais tout juste d'accoucher.
Élue députée, on me confie le poste de ministre à la condition féminine. Dans la grande salle du Conseil des ministres, sans fenêtre, dans mon cas sans expérience, je me sentais bien petite. Je voyais M. Lévesque diriger nos longs débats. J'étais bien impressionnée de me retrouver aux côtés de Marc-André et de mes héros du premier gouvernement du Parti québécois. Je voyais bien que la douleur terrible de l'échec référendaire avait laissé des traces, mais tous étaient prêts à se relever les manches, à travailler fort pour que le Québec reprenne son élan. Rapidement, j'ai pu voir les qualités qui ont fait de Marc-André un homme d'État. Je commencerai par celle que je trouve la plus importante pour quelqu'un qui s'engage dans l'action politique. La loyauté sans complaisance, une loyauté teintée par l'intégrité et la sincérité. Fidèle à ses proches, ses racines, sa région, qu'il a toujours défendue avec passion. Il appartenait à un clan et il ne l'a jamais caché et surtout, il ne l'a jamais oublié. Il faut aussi se souvenir d'une autre loyauté qui a été fondamentale dans sa vie publique. Marc-André a toujours été un serviteur du droit et de la justice. Ici, dans sa région, beaucoup de gens se souviennent encore du travail de jeune avocat qui ne comptait pas ses heures quand il croyait à une cause. M. Lévesque avait bien compris les forces qui l'animaient quand il l'a choisi comme ministre de la Justice. La liste des réformes attachées à son nom est remarquable. La création du Conseil de la magistrature, un nouveau mode de nomination des juges, réforme du droit de la famille, réforme de la Charte des droits et libertés de la personne, loi instituant la réforme du Code civil. Et il faut ajouter à ces réalisations le rôle qu'il a joué dans l'évolution du droit en matière d'avortement. Même si Marc-André était un homme de foi, cela ne l'a pas empêché de reconnaître la légitimité des jugements dans le dossier des poursuites contre le docteur Morgan Thaler et d'en tirer les conséquences pour la justice. Interdire les nouvelles poursuites, recommander la modification du Code criminel, à l'époque, reconnaître le droit des femmes à disposer librement de leur corps demandait un courage exemplaire. Le bilan est impressionnant et il révèle beaucoup sur sa personnalité. On parle souvent de Marc-André en évoquant des valeurs plutôt conservatrices. On rappelle son comportement prudent, modéré. Aujourd'hui, je veux corriger ce portrait réducteur qui ne correspond ni à l'œuvre qu'il nous a laissée, ni à l'homme que j'ai côtoyé. Tout d'abord, ceux qui l'ont fréquenté dans des situations de crise s'en souviendront. Plus les discussions étaient tendues, plus les enjeux étaient élevés, plus il avait l'air calme, du moins de l'extérieur. En fait, quand beaucoup s'affolaient, il prenait le temps d'écouter, de réfléchir, d'évaluer la position des uns et des autres, et il le faisait avec rigueur. Après, sans jamais se défiler, il faisait connaître ses opinions, ses décisions. Son comportement calme et modéré, son bon jugement, était une de ses marques de commerce. Il y a le tempérament et la méthode, mais il y a aussi les valeurs qui l'animaient. Beaucoup ont vu en lui un conservateur. Certains commentateurs le classaient plutôt à droite. Moi, ce que j'ai vu et dont je peux témoigner, c'est de son engagement continu pour affirmer l'égalité des femmes et des hommes. C'est un élu qui a toujours défendu le service public et qui cherchait constamment des approches novatrices en matière de justice. Moi, derrière l'image conservatrice qu'on donnait de lui, j'ai vu à l'œuvre un véritable progressiste, un authentique humaniste qui avançait toujours dans la bonne direction, sans jamais reculer. À une époque où ce n'était pas encore dans l'air du temps, il a fait modifier la Charte des droits et libertés de la personne pour y inclure l'orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination. Des années plus tard, on lui a décerné le prix de lutte contre l'homophobie en rappelant, et je cite, « Le Québec a été la première province canadienne à protéger les droits des personnes homosexuelles et un chef de file mondial. » Je veux vous parler aussi de son œuvre la plus importante, à mes yeux, le parachèvement de la réforme du Code civil du Québec.
C'est le fondement de notre système juridique. Avec humilité, Marc-André a pris la relève de ses prédécesseurs. Il a poursuivi le travail pour que notre Code civil ne contienne aucune forme de discrimination à l'égard des femmes. Je ne connais pas d'autres sociétés où ce travail a été fait avec autant de détermination et de rigueur. Au nom de toutes les femmes du Québec, il faut lui dire merci pour cela. D'entrée de jeu, j'ai parlé de la loyauté de Marc-André. Homme de parole, il n'a jamais renié ses engagements. J'ai connu un grand Québécois, une personne qui a marqué nos vies, un être que nous avons admiré et qui pourrait témoigner de la loyauté de Marc-André s'il était avec nous aujourd'hui. Et vous l'avez sûrement deviné, je parle de René Lévesque. Sans complaisance, dans les moments d'euphorie, comme dans les moments les plus sombres, Marc-André est resté à ses côtés et lui a offert sa complicité et son amitié jusqu'à la fin. Il était généreux avec ses amis, mais aussi avec les jeunes juristes qui partageaient son idéal. Il n'a jamais hésité à donner de son temps pour transmettre son savoir et sa passion pour la justice. Il est toujours délicat de faire parler ceux et celles qui nous ont quittés, mais quelquefois, nous savons que nous ne pouvons pas nous tromper. Marc-André avait confiance. Il savait que ses enfants, ses petits-enfants et ses proches partageaient ses idéaux. Il serait fier d'eux, fier comme seuls les gens de sa région peuvent l'être. Il était fier du peuple québécois. Devant les défis immenses que nous devons relever pour que le Québec poursuive sa route dans la dignité et le chemin de la réussite, je suis convaincue qu'il nous rappellerait les mots de 2 premiers ministres qui ont été de véritables amis pour lui. De Lucien, je suis certaine qu'il nous dirait de ne jamais oublier son mot célèbre quand il luttait entre la vie et la mort, que l'on continue. De M. Lévesque, avec qui il a entrepris la lourde tâche de convaincre le peuple québécois d'assumer pleinement son destin. Il nous dirait de ne jamais oublier son message du 15 novembre 1976. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Merci Marc-André. Merci, Madame Marois. J'invite M. Lucien Bouchard, Premier ministre du Québec de 1996 à 2001, à prendre la parole. Je voudrais d'abord exprimer mes plus vives condoléances à l'endroit de tous les membres de la belle et grande famille dont Nicole et Marc-André étaient si fiers et avec raison. Mais d'abord, je voudrais saluer par l'audiovisuel le Premier ministre du Québec, mais aussi saluer Son Excellence, Monseigneur Gay, la première ministre du Québec, Mme Marois, Madame la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Monsieur le ministre Jolin Barrette, ministre de la Justice, Madame la mairesse, et vous tous, chers amis. Les amis de jeunesse sont ceux à qui nous rattachent les liens les plus anciens, les plus nombreux et les plus forts. C'est ce qui rend encore plus douloureuse leur rupture finale. Et ce chagrin ne peut s'atténuer que par l'accomplissement d'une tâche bien douce, soit de faire revivre le disparu dans nos mémoires et surtout dans celles des plus jeunes qui n'ont pas, comme nous, côtoyé d'aussi près et aussi longtemps cet homme attachant et passionné qu'était Marc-André Bédard. Au-delà du personnage public,
et estimé qu'on vient d'évoquer et dont j'ai moi aussi admiré les réalisations, je revois le compagnon attentif et fidèle d'une route que nous avons parcourue ensemble pendant plus de 60 ans. Sans prétendre le résumer tout entier, 3 mots reviennent spontanément à l'esprit quand on pense à notre ami: bienveillance, bon sens et persistance. Marc-André était avant tout un homme de cœur, dans sa vie publique comme dans sa vie privée. Ses réflexes sociaux-démocrates émanaient beaucoup moins d'impératifs, je dirais, idéologiques que d'une propension naturelle au redressement des injustices sociales et à l'amélioration du sort de ses semblables. Il a constamment pratiqué une politique de respect des autres, y compris de ses adversaires, dont il ne parlait jamais méchamment, et avec lesquels il a entretenu des rapports généralement cordiaux. C'est dire combien cet être sensible a souffert des injures qu'il lui est arrivé d'essuyer en raison de ses convictions. Je pense au coup jamais digéré que lui a porté, à lui, si pacifique et tout en douceur, un candidat adverse dans un studio de télévision qui allait diffuser un débat, peu après la crise d'octobre, en refusant de lui serrer la main sous prétexte qu'elle était pleine de sang. Contrairement à bien des élus, il n'est jamais vraiment parvenu à se munir d'une cuirasse protectrice. Son implication politique active était toute personnelle, sans après, et même modeste. La vanité n'a jamais été le motif de ses comportements, ni le ressort de ses réussites. Et sa vie personnelle et son activité publique avaient tendance à se confondre. Un exemple, parmi plusieurs. On sait l'importance pour un député de ses rencontres hebdomadaires avec ses électeurs et électrices dans son bureau de comté. Marc-André n'était pas un député tout à fait normal, puisque lui, il avait résolu d'ajouter, d'étendre la période de disponibilité qu'il donnait à ses citoyens quand ils venaient durant la fin de semaine, de sorte qu'il faisait du bureau de comté à la maison en fin de semaine. J'y fus moi-même assez souvent invité. Il tenait séance dans la pièce de séjour familial, un sempiternelle tasse de café à la main, entouré de concitoyens, de solliciteurs, d'organisateurs politiques et d'amis. Ne vous demandez pas où étaient Nicole et les garçons. Ils étaient là, bien sûr, mais il fallait voir la scène. Nicole, occupée à distribuer à la ronde les œufs et les rôtis, avec toute la bonne humeur qu'elle arrivait à maintenir. Les enfants, tout joyeux de revoir leur père, et bien excités par autant de visites aussi animées. Et moi, qui n'avais pas encore de progéniture, bien content de faire sauter les enfants sur mes genoux. Comment pouvais-je m'imaginer que j'étais en train de bercer, entre autres, le futur dirigeant du plus redoutable de nos cabinets concurrents d'avocats à Montréal et le futur président du Conseil du Trésor, même chargé des plus hautes responsabilités au gouvernement. Marc-André ne s'est jamais affranchi de son besoin de contact direct et personnel. Il n'y avait pas l'épaisseur d'un voile entre la population et lui, pour la bonne raison qu'il lui était soudé par ses racines, autant que par son tempérament et son éducation. Il donnait parfois l'impression de s'identifier à la collectivité au point d'en être le miroir. La vie politique était pour lui un dialogue constant et une perpétuelle campagne électorale. Il fallait le voir remonter la rue Racine, s'arrêtant en tout bout de champ pour parler avec les passants, pendant que vous attendiez qu'il ait fini, entrer dans tous les restaurants pour prendre je ne sais combien de cafés par jour et de le faire avec un plaisir évident. Sa prudence et sa parcimonie verbale, on va l'appeler comme ça, était légendaire.
Bien des journalistes et des députés de l'opposition se sont arrachés les cheveux à tenter de lui faire divulguer des secrets aussi lourds que l'heure et la date de la journée. Je vis cependant une fois son sens de l'esquive, mis à rude épreuve. Invité à s'adresser aux religieuses antoniennes réunies dans le grand réfectoire du couvent de la rue Jacques-Cartier, je l'entendis prononcer une vibrante démonstration de la nécessité pour les Québécois de se donner un pays et d'appuyer le Parti québécois. Il se dit, à la fin du discours, disposé à répondre à des questions. Après un long silence, une seule religieuse leva la main. Il s'agissait de l'économe. Vous savez, celle qui tient les comptes. Son air sévère n'était pas de très bon augure. Et pour ajouter à l'inquiétude que Marc-André commençait lui-même à éprouver, la religieuse lui annonça, comme ça, qu'elle avait lu le programme du Parti québécois. Et enchaînant par une très mauvaise nouvelle, il y avait noté que le Parti québécois, s'il prenait le pouvoir, s'engageait à abolir les subventions aux écoles privées. C'était la recette d'une catastrophe annoncée, si on se rappelle que les Antoniennes avaient fondé et dirigeaient l'école apostolique, une école tout ce qu'il y a de plus privé, et que les 4 fils Bédard fréquentaient. Brassez le tout avant de mettre à feu doux, et vous aurez une idée de la réponse tourmentée du candidat plongé dans la bouilloire, où il était, je ne me rappelle pas très bien, mais notamment question d'une distinction à établir, n'est-ce pas, entre d'une part le programme du parti et d'autre part sa plateforme électorale. Il y avait aussi des explications admirablement subtiles et tout en nuances. Je ne suis pas sûr que les applaudissements ont été à la hauteur des efforts de l'orateur. Même en face d'un auditoire hostile à la cause souverainiste, Marc-André n'a jamais hésité à rappeler les raisons de son combat politique, résolument consacré à la prise en charge de son destin par le peuple québécois. Il est venu à la politique par et pour la souveraineté du Québec. Il en a été l'un des ardents promoteurs, au premier rang des fondateurs du Parti québécois et d'abord au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet qu'il a porté et qui a inspiré toute sa vie se nourrissait essentiellement de son amour pour les Québécois. Il a cherché à nous unir dans une large solidarité nationale et dans l'affranchissement des séquelles débilitantes d'une histoire qui nous a malmenés. Il se démarquait cependant de la tendance des plus pressés et des plus directifs, car il se situait davantage du côté des étapistes que des garibous. Il n'a jamais confondu courage et témérité, audace et responsabilité. Il vouait à René Lévesque un culte fait d'admiration, de dévotion et d'une loyauté sans faille. Comme lui, il comprenait assez les Québécois pour ne pas les brusquer dans leur cheminement, tout en les tirant vers le haut par la persuasion. Comme lui, il pensait devoir s'accorder au rythme de leur évolution et s'abstenir de fustiger les appréhensions qui ont freiné leur élan au moment de faire le grand saut. Il n'en a pas moins souffert de l'échec crève-cœur du référendum de 1995 et de l'étiolement du sentiment souverainiste. Néanmoins, personne n'a jamais perçu chez lui de découragement et encore moins d'amertume, car il croyait à la vitalité et à la résilience du peuple québécois et mettait tous ses efforts dans un nouvel essor des générations montantes. Il a maintenant rejoint dans la mémoire et la reconnaissance collective la valeureuse cohorte des Lévesque, Parizeau, Lorrain, Landry, Payette et de tant d'autres dont le cœur a battu pour le Québec. Adieu, Marc-André. Repose en paix dans notre amitié et dans notre affection.
Merci. Je vous remercie, M. Bouchard. J'invite la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, à nous dire quelques mots. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Passer après M. Bouchard et Mme Marois, c'est quelque chose. Salutations. Alors, évidemment, Monseigneur, bonjour, M. Legault, évidemment, je sais que vous écoutez. Je salue M. Bouchard, Mme Marois, comme je l'ai mentionné, Mme la mairesse, M. Grimard. Je salue également mon collègue, très heureuse que tu sois ici, Simon Jolin Barrette. Merci, Simon, d'être ici. Alors, c'est important, ministre de la Justice, la langue française, la réforme parlementaire, il y a vraiment de bons liens. Alors, merci pour ta présence. Tous les collègues qui sont ici, tous les élus, les anciens élus, bonjour à vous tous. Éric, Stéphane, François, que je connais, Éric, Stéphane, Louis et Maxime, que je connais quand même bien, Éric et Stéphane, tous mes collègues, évidemment, qui sont à l'écoute présentement. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vous offre mes plus sincères sympathies. Je peux vous dire que nous partageons vraiment votre peine parce que l'annonce de son départ, l'annonce du départ de M. Marc-André Bédard, oui, ça a bouleversé ici Chicoutimi. En tant que député de Chicoutimi, c'est certain que tout le monde en parlait, tout le monde était triste, mais tout le monde reconnaissait son grand travail. Toute la région a été touchée, tout le Québec, oui, tous les grands ont été touchés. Parce que oui, M. Bédard, c'est un homme politique d'envergure qui a fait évoluer notre Québec. Celui que les gens aiment, un modèle, mais c'était aussi un homme qui m'a énormément inspiré quand je suis arrivée en politique, député de Chicoutimi, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, M. Bédard, Marc-André, je me rappelle, il venait au bureau de comté. Il me disait toujours avec son beau sourire, il s'assoyait, puis il me disait « Raconte-moi, parle-moi, comment ça se passe? Comment c'est à Québec? Comment ça se passe avec François Legault? » Alors, c'était plus moi. Moi, j'avais beaucoup plus besoin de ses conseils, puis je lui disais « C'est quoi les meilleurs conseils, M. Bédard? » Il me disait « André, le meilleur conseil, c'est de rester toi-même. Reste toi-même et surtout, pense à ta famille. » C'était toujours les deux conseils qu'il me disait. Alors, M. Bédard, c'est un homme très, très apprécié à Chicoutimi, très apprécié dans la région. Il fait partie de cette fierté collective qui nous habite quand on vient ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Partout, partout, même moi, quand j'étais plus jeune, tous les gens le saluaient. Mais surtout, les gens le respectaient. Tout le monde le respectait. On a toujours senti qu'il avait vraiment et réellement notre comté à cœur, comté de Chicoutimi, et notre belle région. D'ailleurs, même si M. Bédard n'était plus sous les projecteurs, il continuait de faire avancer certains projets. La dernière fois qu'il est venu me rendre visite au bureau de comté, je m'en doutais, il venait me reparler de notre cathédrale, où nous sommes ici tous ensemble aujourd'hui pour honorer sa mémoire. C'était vraiment sa priorité. Il voulait lui redonner ses lettres de noblesse. Alors, on va essayer de continuer son œuvre ici tous ensemble. Donc, d'être ici pour Marc-André Bédard, c'est très, très symbolique de lui rendre hommage ici présentement. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que pour moi, Marc-André Bédard, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur de notre Québec. Je suis tout petite à côté de lui. Évidemment,
on est tous ici pour lui rendre hommage. C'est un pionnier pour le Québec, un homme qui a tellement fait de grandes choses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour le Québec, pour la justice, l'égalité, l'équité. Ici, la justice, c'est Marc-André Bédard. Alors, Simon, je suis très, très heureuse que tu sois ici avec moi, évidemment, ministre de la Justice. Et je peux dire une chose, que ta présence est vraiment significative. Parce que être ministre de la Justice, quand on voit et quand on regarde, quand on étudie la carrière de Marc-André Bédard, on a tout qu'un beau modèle. Alors, merci. Et toutes mes sympathies, évidemment, Éric, Stéphane, Maxime et Louis. Merci, Madame la ministre. J'invite le ministre de la Justice, ministre responsable de la langue française, ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire, M. Jolin Barrette, à prendre la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, François Paradis, Madame la Première ministre, Pauline Marois, Monsieur le Premier ministre, Lucien Bouchard, Madame la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre responsable des Affaires municipales, André Laforêt, Madame la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, chers élus, chers anciens élus, chers membres de la famille Bédard, Monseigneur René Gué, évêque du diocèse de Chicoutimi, distingués invités. Dans un premier temps, je souhaite offrir mes sympathies, mes condoléances à la famille, que j'ai eu le bonheur de rencontrer tout à l'heure, toute la famille. Une très belle famille et je crois que ça devait faire la fierté de M. Bédard. Écoutez, à titre de ministre de la Justice, il s'agit d'un très grand honneur d'être ici devant vous pour rendre hommage à l'un de mes illustres prédécesseurs, Marc-André Bédard. Il faut comprendre que Marc-André Bédard est le titulaire du plus long règne au ministère de la Justice, pendant 8 ans, entre 1976 et 1984. Il faut mesurer l'impact qu'il a laissé, l'ensemble des réformes qu'il a fait au sein de la justice et l'impact qu'il a eu sur le droit québécois. Et Madame la Première ministre Marois le soulignait tout à l'heure. Je crois que pour ces motifs, on doit lui dire un immense merci parce qu'il a fait véritablement avancer la justice et le droit. Il a marqué de façon exceptionnelle le système de justice. Il a façonné une justice québécoise moderne, efficace et, faut-il le dire, juste. Son héritage inspire encore à la grandeur du Québec. Je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer en personne M. Bédard et j'ai pu lui parler quelques jours avant son décès. Et il m'avait prodigué de bons conseils sur certains dossiers et en toute simplicité, et ça avait été vraiment utile et j'aurais aimé davantage le connaître. En tant que nation, nous lui devons énormément. C'est donc à notre tour de lui manifester notre profonde reconnaissance. Ainsi, d'un commun accord avec la famille, nous annonçons aujourd'hui avec fierté que l'édifice qui abrite le Palais de justice de Québec sera dorénavant nommé l'édifice Marc-André Bédard. Il s'agit d'un palais de justice que M. Bédard lui-même avait inauguré en 1983 et presque 40 ans plus tard, lui rendre cet hommage était tout indiqué. Comme nation, nous avons la responsabilité de nous souvenir de nos grands bâtisseurs. Tous les Québécois qui passeront à Québec seront les acteurs privilégiés de ce devoir de mémoire de cet grand homme d'État. Il s'agit d'un honneur amplement mérité qui reflètera pour les générations qui nous suivront toute l'importance de cet homme, de ce grand bâtisseur pour notre nation. Alors j'offre encore mes sincères condoléances à la famille et un grand merci pour l'ensemble des sacrifices que M. Bédard a fait pour la nation québécoise. Au nom du gouvernement du Québec, je tiens à vous dire merci. Merci à tous. Merci, Monsieur le ministre. J'invite maintenant Monsieur Jean Grimard, président de l'Assemblée de la Fabrique, à vous adresser quelques mots.
distingués invités, chers parents et amis de M. Bédard. Quand Marc-André Bédard m'a demandé de le joindre à l'Assemblée de la Fabrique, je n'ai pas hésité longtemps. Cet homme avait la persuasion souriante. Son enthousiasme mêlé de gentillesse persuadait même le plus réticent. Pas étonnant qu'il soit sorti de la politique avec le respect et l'amitié de ses adversaires eux-mêmes. Avec la fondation du Cégep de Chicoutimi, la cathédrale était la plus importante implication de ce retraité dans cette communauté qu'il avait déjà si bien servie dans sa vie active. C'est donc au nom de toute l'équipe qui l'entourait ici que je voudrais témoigner notre reconnaissance au gouvernement d'avoir choisi ce lieu somptueux pour honorer sa mémoire qui y restera longtemps attachée. À cette occasion, je voudrais aussi remercier, et sans doute puis-je le faire également au nom de Marc-André Bédard, le Conseil du patrimoine religieux du Québec et la ville de Saguenay pour leur soutien financier dans cette cause qui lui tenait tant à cœur. L'un et l'autre nous auront permis de procéder aux premiers travaux de fenestration, comme l'attestent certains panneaux placardés qui témoignent, vous l'aurez peut-être remarqué, que des carreaux de fenêtres sont présentement à l'atelier de restauration. Cette année, comme vous le savez sans doute, nous célébrons le 100e anniversaire de notre cathédrale, 3e lieu de culte érigé à cet endroit, les 2 autres ayant été détruits par des incendies. Nous avons pour cette occasion élaboré un programme destiné à offrir à la population un endroit accueillant et vivant dans l'esprit de l'Évangile. Par cette série d'activités qui ont été dévoilées au début de l'année, nous voulons dire aux gens de toute la région qu'ils sont chez eux dans ce lieu consacré. Avec le concours de l'Association des marchands du centre-ville, Marc-André Bédard avait entrepris des démarches préliminaires auprès de la municipalité dans le but d'aménager une place publique dans le terrain qui s'étend devant le parvis de la cathédrale. Tous les intervenants qu'il a pu mobiliser avec l'enthousiasme et le dévouement qu'on lui connaissait ont soutenu ce projet auquel nous croyons profondément. Il ne reste plus à la ville, qui nous a déjà beaucoup aidés, à délier les cordons de la bourse, comme elle s'y est engagée, afin que cet autre projet mené par Marc-André Bédard puisse se réaliser. Et pourquoi, alors que nous célébrons aujourd'hui sa mémoire, ne pas donner son nom à cette place publique qui aura tant contribué à faire se matérialiser? C'est le vœu que je n'en doute pas, nous formons tous ici aujourd'hui. Merci. Merci, M. Grimard. Pour clore ces témoignages, j'invite le fils de Marc-André Bédard, Éric Bédard, à vous dire quelques mots. Alors, Monsieur le Premier ministre Legault, qui est ici par les airs, Madame la Première ministre Marois, Monsieur le Premier ministre Bouchard, Madame la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, Monsieur le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, Madame la juge en chef de la Cour du Québec, Monsieur le chef du Parti québécois, Messieurs, Mesdames les élus, les anciens élus qu'il a côtoyés, Monseigneur l'évêque, chers amis,
wow, si Marc-André était ici, il aurait parti 3 tables de cartes. On serait tous mis à jouer, puis je vous garantis que les discours auraient fini et qu'on se serait tous amusés. C'était comme ça qu'il était et c'était comme ça qu'il rassemblait les gens. Votre seule présence ici aujourd'hui, en si grand nombre, elle a illustré éloquemment l'une des plus grandes qualités de Marc-André, celle de nous rassembler. Nous rassembler pour jouer, nous rassembler pour rire, nous rassembler pour parler, nous rassembler pour construire. Stéphane, Louis, Maxime et moi avons été les premiers à en profiter. Marc-André et Nicole n'ont eu de cesse de nous vouloir ensemble et de nous vouloir agir ensemble. Ces deux-là s'aimaient tellement et ils puisaient leur énergie dans le bonheur des gens qui les entouraient. Notre vie s'est passée dans ces rassemblements familiaux, politiques, en chantant, en dansant, en jouant ou en militant, que ce soit pour le plaisir d'être ensemble ou pour l'avenir de notre peuple. Malgré un parcours exceptionnel, l'humilité de Marc-André suscitait l'admiration. Mais je peux vous dire qu'il réservait à ses plus proches, dont plusieurs sont ici dans cette salle, un petit orgueil compétitif de gagner humblement. Au terme d'une partie de cartes ou d'une partie de golf, il savait vous rappeler subtilement combien vous étiez bourré de talent, mais sourire en coin qu'il vous avait humblement encore battu cette fois. J'ai beaucoup profité de la patience de mon père. Le temps qu'il prenait pour écouter et expliquer, les choses étaient tout simplement phénoménales. C'était un homme qui prenait le temps. Certains diront qu'il avait de la patience pour deux, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose puisque Nicole en avait pour une demie. Je le vois qui nous expliquait les nouvelles, ce qu'on y lisait, ou plus souvent encore, ce qu'on n'y lisait pas, répondant à nos questions d'enfants et d'adolescents, toujours avec beaucoup de respect, même lorsqu'il ne partageait pas nos prémices, car l'important pour lui était de comprendre son interlocuteur, car c'était la seule condition essentielle pour l'aider, enrichir sa vision et parfois le faire cheminer. Tout cela n'était jamais plus évident que dans les 3 heures que ça nous prenait lorsqu'il décidait de traverser le centre d'achat. Je pense que mes frères et moi en avons d'ailleurs conservé un petit choc post-traumatique quand on va à la place du Royaume ou à la place du Saguenay. Lors de son honoris causa, il nous rappelait, je le cite, que la vie se résume en grande partie par des rencontres marquantes et des poignées de main, qui se donnent par amour, par amitié ou par conviction, et que ces poignées de main changent votre carrière. Il avait sûrement en tête sa première poignée de main avec René Lévesque. On disait notre père très prudent, intéressant, mais un peu paradoxal pour cet homme qui, puisant son autorité dans son lointain passé agricole sur la ferme familiale à Saint-Honoré et de quelques théories écologiques obscures, mettait à chaque année le feu aux champs du quartier résidentiel du centre-ville de Chicoutimi où nous habitions pour soi-disant le nettoyer. Immanquablement, les flammes qu'il allumait lui valaient la popularité immédiate des enfants et ados promus gardiens des lieux et suscitaient le courroux répété des voisins qui voyaient leur haie être brûlée année après année, ainsi que les réprimandes un peu découragées de la moitié du service de pompiers de Chicoutimi. À défaut d'être carrément rebelle, et croyez-moi, ça se discute, il était souvent très audacieux. Vous l'avez entendu aujourd'hui. Cela s'est traduit dans sa vie publique, à travers des réformes profondes, toujours ancrées dans la vie des gens, et ayant pour seul objectif de l'améliorer. Le droit des femmes à disposer de leur corps, la consécration de l'égalité des conjoints, l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le handicap ou la grossesse, la réforme du processus de nomination des juges pour en assurer l'intégrité, la création du Conseil de la magistrature, l'instauration du partage du patrimoine familial et, imaginez-vous, même à cette époque, la première nomination de policiers autochtones CRI. Plusieurs de ces réformes sont très audacieuses et pourtant,
acceptés rapidement, car enracinés dans le respect du rythme de la population et par le souci d'inclusion de tous les Québécois. Il a toujours été d'avis que le mouvement régulier et constant vers un objectif clair était souvent plus rapide que les avancées soudaines qui peuvent parfois stigmatiser et nuire à l'acceptation du changement. Marc-André a toujours valorisé l'engagement. Tout jeune, je me rappelle sa fierté lorsque nous nous impliquions dans un conseil de classe, une chorale, une équipe sportive, une cause qui nous tenait à cœur, pour lesquelles nous militions bruyamment. Ces engagements, il les rendait contagieux, responsabilisant les uns et les autres. Pour lui, il n'y avait pas de sauveur. L'engagement politique, comme tous les autres, est une course à relais, où les hommes et les femmes, parfois au mépris de leurs intérêts personnels, se passent entre eux un témoin de leurs responsabilités pour servir le plus grand bien de tous et ainsi changer le monde. Il s'est beaucoup engagé, toujours avec authenticité et toujours par conviction. Pour sa ville, nous on faisait la tournée de tous les chantiers en ville tous les dimanches. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour son cégep, pour son université, pour son hôpital, pour sa cathédrale et surtout pour notre pays, le Québec. Il a toujours eu la conviction que l'indépendance demeurera toujours le seul avenir durable pour le peuple québécois. Nous avons eu beaucoup de chance qu'il soit passé dans nos vies. Par son amour et sa foi, son courage, son humilité, sa vision positive et son espérance, il nous a tous rendus meilleurs. Nous honorerons sa mémoire en continuant d'aimer, de s'engager dans nos familles et dans nos communautés, de voir dans chaque personne un trésor dont il faut s'émerveiller et de voir dans le peuple québécois un grand peuple dont la marche vers toujours plus de liberté ne va pas s'arrêter. Merci.
Amatoribus nunc et in hora mortis nostre. J'invite maintenant Stéphane Bédard, accompagné de ses frères Éric, Louis et Maxime, à venir allumer un lampion tout près du cierge qui nous rappelle le Christ à jamais vivant, où demeure aussi notre frère Marc-André. J'invite Philippe à proclamer le texte biblique selon Saint Jean. Philippe est un petit-fils de Marc-André. Lecture selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Le 12 décembre 2020, dans cette même cathédrale, en présence uniquement de la famille, j'ai présidé les funérailles de Marc-André Bédard. Et je disais à l'occasion, un grand homme est passé parmi nous. Heureusement, nous l'avons reconnu, nous l'avons aimé, apprécié pour la richesse de sa personnalité, aussi pour son grand amour,
pour la société québécoise et pour son engagement de toute une vie comme chrétien. Ces paroles aujourd'hui demeurent toujours d'actualité. Les différents témoignages de cet après-midi les enrichissent, les complètent et leur donnent une nouvelle dimension à la grandeur de l'homme qu'a été pour nous, pour la région et pour le Québec, Marc-André Bédard. C'est légitime cet après-midi de se poser la question suivante. Comment comprendre l'engagement politique de M. Bédard au service du peuple québécois, tout en maintenant sa fidélité à l'Évangile et tout en réalisant une œuvre merveilleuse au service de la société, au service de l'Église, dans son coin de pays et partout au Québec? Quelle est la clé pour bien comprendre, pour bien saisir la portée d'un tel engagement? La réponse est toute simple. Marc-André était un amoureux. D'abord de Nicole, de ses enfants, petits-enfants, de toute sa grande famille, proche et amoureux aussi de ses amis dans l'amitié, de ses collègues de travail. Fou, amoureux du Québec et du peuple québécois. Très jeune, d'abord dans sa famille, il a fait l'expérience d'être aimé. Et c'est le point de départ de toute vie réussie. Il a fait aussi l'expérience d'être aimé de Dieu. Il trouvait un sens à sa vie en mettant en pratique au quotidien ce beau et grand commandement de Jésus, le grand commandement de l'amour, que Jésus lui-même a fait à l'humanité tout entière. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Depuis 6 semaines, avec la guerre en Ukraine, nous sommes des témoins souvent impuissants de ce que peut signifier aimer et donner sa vie pour les autres. Aimer et donner sa vie pour son pays. Marc-André avait compris l'essentiel du message de Jésus. Il y trouvait sa joie, cette joie profonde, cette même joie que Jésus souhaitait à ses disciples et qu'il désire pour toute personne sur cette terre. Monsieur Bédard, comme il a été redit plusieurs fois cet après-midi, a passé sa vie au service des autres. Il a su aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité, comme nous le rappelle Saint Jean. Pour lui, la mise en pratique de cette parole engageait non seulement la vertu chrétienne de charité, mais était un devoir de justice sociale qu'il a su servir en politique, mais aussi dans sa vie personnelle. Depuis plus de 50 ans, les papes successifs, incluant le pape François, ont toujours fait référence à la politique comme la plus haute forme de charité. La formule pourrait également se traduire comme le service inestimable du dévouement au bien commun de la société. Comme homme,
comme politicien engagé au nom de sa foi, sans l'imposer et sans en faire une tribune. Il savait accueillir les différences dans le respect pour toute personne. Sa foi était celle d'un homme d'une grande liberté, capable d'audace et d'heureuses initiatives, et cela toujours pour le plus grand bien des personnes et de la société québécoise. Lors de l'homélie des funérailles, j'avais terminé avec ces quelques mots. J'aimerais encore une fois m'inspirer de notre grand Gilles Vigneault, poète, auteur, compositeur et interprète québécois, et de sa très belle chanson « J'ai pour toi un lac ». Et cet après-midi, encore une fois, j'aime m'imaginer un Dieu d'amour dans lequel Marc-André se reconnaissait, lui fredonner à l'oreille « J'ai aussi, Marc-André, un lac pour toi, un fjord, un royaume d'amour, de justice et de paix. » Et de lui dire aussi « Merci pour ton engagement et ton empressement tout au long de ta vie à le faire advenir ce royaume. Que la joie de Jésus et celle qui habitait Marc-André soit aussi la nôtre. Et le secret, c'est d'aimer. Amen. Quando cieli movendi sunt e terra, dove veneris iudicare seculum perignem. Tremenda in die illa, quando cieli movendi sunt, quando cieli movendi sunt e terra, dum veneris iudicare seculum perignem. Liberame, Domine, de morte eterna, libera me.
toutes les saisons, est un long parcours et le temps nous est donné pour que nous puissions chercher et trouver le véritable bonheur. Prions aujourd'hui le Seigneur et bénissons-le pour ses bienfaits dans la vie de Marc-André Bédard. Pour sa présence auprès de Nicole, pour la place qu'il occupera toujours dans nos cœurs, béni sois-tu, Seigneur. Pour le temps qu'il a passé à cultiver sa famille, en l'imprégnant de ses valeurs, de ses conseils et de sa fougue, béni sois-tu, Seigneur. Pour tout l'amour que Marc-André a semé et celui qu'il a cueilli avec chaleur et candeur, béni sois-tu, Seigneur. Pour les minces espoirs qu'il a fait éclore de son vivant, pour sa vie dévouée à l'épanouissement de sa communauté, béni sois-tu, Seigneur. Pour le lys qu'il a fait fleurir dans la justice, pour la liberté qu'il a souhaitée à tous les Québécois, béni sois-tu, Seigneur. Année après année, notre vie est entre tes mains. Chaque personne est une histoire sacrée dans laquelle sont inscrites les traces de ton passage. Accorde à Marc-André de découvrir la clarté de ton visage et la joie de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, pour que je serve mieux, reste avec moi. Toi, mon Dieu, plus près de toi. La famille Bédard et la ministre Laforêt à prendre place dans le cœur de la cathédrale pour la remise formelle du coffret contenant le drapeau mis en berne à l'annonce du décès, l'insigne de l'Ordre national du Québec, le registre des condoléances, ainsi que le certificat de la commission de toponymie.
La famille Bédard tient à remercier le gouvernement du Québec et toutes les personnes qui se sont déplacées pour offrir leur hommage à Marc-André Bédard. Elle remercie aussi les gens qui ont consacré du temps à la cérémonie et à sa préparation, à la Sûreté du Québec, ainsi qu'au diocèse de Chicoutimi pour nous avoir accueillis dans sa cathédrale aujourd'hui. Enfin, un merci tout spécial à l'organiste Céline Fortin et au baryton Jean-François Lapointe qui nous ont offert de magnifiques chants aujourd'hui. Après la procession de sortie de l'évêque, j'invite la famille Bédard à se diriger vers le parvis, suivi des dignitaires présents et l'ensemble des invités. Pour terminer cette célébration, je cède la parole à Monseigneur Gay pour la prière de conclusion. Monseigneur. Seigneur, nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. De plus, nous nous rappelons l'amour de ton Fils Jésus, qui a donné sa vie pour le salut du monde. Regarde avec bonté notre frère Marc-André. Pendant qu'il était au milieu de nous, sa foi dans le Christ l'a soutenu et lui a donné de s'engager au service des autres de différentes manières. Sa foi l'a aussi gardé dans l'espérance de ce Québec qu'il chérissait tant. Qu'il puisse vivre à jamais dans la joie auprès de toi, Dieu d'amour, et avec toutes les personnes qu'il a aimées, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix, allons dans l'espérance. Il faut continuer l'œuvre de Marc-André. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau, hier, s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps.